Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre numéro 5 de Embers qui s'intitule No Man's Land. Avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, donc c'est parti. Ce chapitre reprend la suite du précédent, là où on s'était arrêté. La dernière fois donc, on s'était arrêté avec le but de Inanaki qui nous laisse sur un score de 1-0 pour la mi-temps maintenant. Donc on va commencer sur la deuxième période cette fois-ci. Pour l'instant donc l'équipe de Haitani et de Takami se disent qu'ils doivent continuer à suivre leur plan pour peut-être réussir à battre l'équipe adverse. Puis de toute manière en fait ça sera finalement que comme ça qu'ils pourront réussir à potentiellement gagner. Il faut simplement suivre leur plan, sinon ça marchera pas. Le match va le reprendre sur la deuxième mi-temps et on va voir qu'ils sont en train de faire une formation assez étrange, assez particulière, inattendue aussi d'un côté. On voit qu'il faut monter toute l'équipe d'un seul côté et c'est ce qu'ils vont appeler ici une formation agressive en ligne haute. On voit que toute l'équipe se dirige vers un seul côté de la ligne centrale. Donc c'est une stratégie qui est vraiment surprenante pour l'instant, parce que pour l'instant tout le monde ne comprend pas vraiment pourquoi ils font ça, surtout qu'en face de eux, il y a Inanaki, on l'a vu, il nous a montré ses capacités, il peut récupérer les ballons et se faufiler à travers la défense adverse pour rapidement tout simplement aller devant les cages et marquer un but. Donc là, face à cette stratégie, ça serait hyper facile pour lui de récupérer le ballon et d'aller marquer en fait. On va voir dans un même temps que les managers sont en train de réfléchir à pourquoi ils sont en train de mettre en place cette stratégie. Et elles vont expliquer, essayer de nous montrer différents points de vue, pourquoi ça serait une bonne stratégie et d'un autre côté ça ne serait pas une bonne stratégie. Donc d'un côté elles sont en train de dire que s'ils ont un avantage du nombre tout simplement, ils pourront avancer plus facilement, se faire des passes à d'autres joueurs pour éviter les défenseurs et mieux avancer. C'est vrai que ça marche logiquement, en fait c'est très logique, ça marche plutôt bien. Mais d'un autre côté on va voir que si un des attaquants se retrouve face à plusieurs défenseurs, qu'il est encerclé et qu'il a du mal à faire une passe à un autre joueur, ça laissera donc plus de temps et ça sera beaucoup plus facile pour un défenseur d'arriver d'un coup par surprise, surtout en nous montrant Inanaki ici, qui a une bonne capacité de déplacement sans le ballon et de se cacher un peu dans les angles morts des joueurs pour arriver un peu par surprise. Donc là ça serait compliqué pour eux si un joueur comme lui arrive à ce moment-là. Ici on aura ensuite la référence au titre du chapitre. Les filles vont dire que c'est un énorme no man's land, puisqu'en fait, s'il suffit d'un seul joueur pour réduire à néant en fait ces stratégies, ils viendront donc à perdre la balle, perdre leur avantage du nombre, et donc ils se retrouveront face à des adversaires qui auront leur but tout simplement qui n'est pas défendu. Donc voilà, c'est un énorme no man's land. Ils se retrouvent avec un terrain tout simplement vide, il n'y a plus personne, et donc ils peuvent attaquer hyper facilement et marquer directement. Et donc ici évidemment on nous le rappelle, si Inanaki venait à arriver ici, ça serait une contre-attaque vraiment hyper simple pour lui. Il viendrait récupérer le ballon dans le dos des joueurs, des attaquants. Il viendrait percer la défense qui est tout simplement vide maintenant. Il n'y a même pas à percer de défense parce qu'il n'y a pas de joueurs. Donc il pourrait marquer directement. Mais attention, le chapitre va continuer. Cette fois-ci, on va arriver sur un flashback qui va nous expliquer pourquoi ils sont en train de mettre en place cette stratégie. Ici, on va bien voir que c'est Takami qui avait proposé cette idée au départ, puisque tous les autres vont réagir de manière un petit peu surprise, on va dire. Mais quoi, tu veux faire exprès de les laisser contre-attaquer? Justement, en fait, ces stratégies font en sorte qu'ils vont contre-attaquer exprès, en fait. C'est fait exprès, justement. Mais dans quel but? On va voir ce qui va se passer par la suite. Comme Takami va l'expliquer et le rappeler, quand il s'était retrouvé en attaque, il y avait face à lui 3 défenseurs qui formaient un bouclier énorme finalement. Il ne pouvait pas passer, il ne pouvait pas tirer. Il n'avait aucune chance de marquer à ce moment-là. Et surtout avec ça, à côté, tu as un joueur comme Inanaki qui peut lui récupérer le ballon. C'est vraiment très compliqué. Et donc c'est pourquoi, la raison pour laquelle il veut les laisser contre-attaquer. Donc là je pense que j'ai déjà compris évidemment. Ça serait pour faire en sorte que Inanaki se retrouve de l'autre côté du terrain. Que 1 ou 2 joueurs par exemple viendraient à lui récupérer le ballon. Et à faire une passe vite en retrait pour revenir de l'autre côté finalement en attaque. Et donc ça laisserait Inanaki de leur côté du terrain. Et donc ils auraient un joueur en moins pour attaquer. Ça serait plus simple en fait. Ça leur ferait vraiment une menace en moins et ils pourraient attaquer plus facilement. Bon après c'est vrai que pour l'instant je ne sais pas vraiment comment ils pourraient faire ça. Je ne sais pas comment ils vont réussir à mettre en place cette stratégie pour laisser contre-attaquer Inanaki et peut-être lui récupérer le ballon. Je ne sais pas comment ils vont vraiment faire ça mais on va voir l'explication juste après. Donc on continue, le chapitre revient dans le présent, actuellement sur le match. On verra en même temps l'explication de leur stratégie. On va voir que Inanaki va s'avancer de leur côté du terrain. On va bien nous montrer qu'il doit donc parcourir une moitié de terrain. Ça veut dire qu'il aura pas mal de temps à courir. Et donc il sera à découvert et ne pourra plus se cacher. Il sera vraiment visible par tous les joueurs. Takami dira que pile au moment où il va s'apprêter à faire son tir, ils pourront agir à ce moment-là et venir l'empêcher de tirer. Ou justement non, il y a peut-être une autre stratégie. Ça serait peut-être de même le rattraper carrément à ce moment-là. Mais pour y arriver, il ne faut pas perdre de temps justement parce que le temps de réagir, d'interpréter la chose, les mouvements, d'essayer d'anticiper, ils perdront du temps. Ils devront donc réagir par pur réflexe et c'est donc bien Haitani qui est là et qui va endosser ce rôle-là justement et agir par pur réflexe. On voit qu'il arrive
à courir d'un coup, hyper rapidement et rattraper Inanaki. À ce moment-là, Inanaki commence à se poser des questions, se dire mais attends, comment il a fait? Il faut que je m'arrête parce que là il va peut-être m'avoir. On ne sait pas ce qui pourrait se passer concernant ce moment-là justement. Et donc Inanaki va se dire qu'il devra faire une passe à quelqu'un d'autre et reculer un petit peu. Mais on voit que Takami a empêché un autre de ses joueurs de pouvoir agir et donc il se retrouve bloqué, il se retrouve tout seul. Maintenant on se retrouve au contact, au 1 contre 1 contre Aitani et puis Inanaki. On voit ici les deux joueurs s'affronter et Aitani va bel et bien réussir à lui voler le ballon. Il a réussi ce duel. Et donc c'est comme je l'avais expliqué au début, il va se retourner et mettre une grosse frappe, une passe énorme pour renvoyer le ballon tout simplement du côté adverse, du côté de l'attaque, pour contre-attaquer hyper rapidement. Et donc avec une menace en moins, Inanaki qui est de leur côté, donc il ne pourra pas les déranger. Le ballon va maintenant retomber dans les pieds de Takami. On se retrouve maintenant du côté de l'attaque. Takami va dire je jure que je vais marquer. Donc à ce moment-là on va voir qu'est-ce qu'ils pourraient préparer. Est-ce qu'ils ont envisagé une stratégie d'attaque? Je ne sais pas ce que Takami pourrait faire. Est-ce que peut-être il pourrait trouver une faille justement vis-à-vis du bouclier adverse, de la défense adverse? Je pense que oui, forcément il pourrait s'aider d'un autre attaquant pour essayer de les déstabiliser, de les troubler, je ne sais pas, pour trouver une faille quelque part. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le chapitre va s'arrêter là, sur la contre-attaque de l'équipe de Aitani et de Takami. C'est vraiment super intéressant, ce chapitre nous aura montré toute la stratégie mise en place concernant l'équipe de Aitani et de Takami. Et c'est vrai qu'ici, c'était d'ailleurs doublement intéressant, je dirais, parce qu'ils ont bel et bien réussi à vaincre Inanaki en quelque sorte, parce que c'est vrai que là, ils ont réussi à le battre en duel en 1 contre 1. Aitani a réussi à lui reprendre le ballon et contre-attaquer. C'est vrai que c'est complètement fou, parce qu'au chapitre précédent, on nous montrait Inanaki comme quelqu'un peut-être d'un petit peu supérieur, comme quelqu'un qui est vraiment imprévisible, qui fait des mouvements qu'on ne peut pas prédire, etc. C'était vraiment compliqué, avec sa technique de déplacement, donc sans le ballon, etc., dans les angles morts, et pour arriver par surprise derrière les joueurs. Et donc là, dans ce chapitre, on nous montre l'inverse, justement, ils ont réussi à le battre. C'est vraiment super cool. Et là, maintenant, place à la contre-attaque avec Takami. J'espère qu'il pourra marquer. Je pense que ça pourrait être vraiment un moment intéressant, le moment propice pour le faire marquer, tout simplement. Ce qui nous laisserait la prochaine fois sur un score de 1 contre 1. Donc maintenant, ici, je ne sais pas si la deuxième mi-temps pourrait s'arrêter là. Peut-être s'arrêter sur une égalité. Je ne sais pas ce qui pourrait se passer. Vraiment, je ne sais pas du tout quelle équipe pourrait gagner. Je ne sais pas quel serait le plus intéressant, peut-être scénaristiquement. Du coup, voilà, nous, on va s'arrêter là pour cette review du chapitre numéro 5. Qui s'intitulait No Man's Land. Du coup, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires concernant le chapitre, concernant la suite, concernant les joueurs, la stratégie qu'ils ont pu mettre en place. Et maintenant, place à la contre-attaque. Est-ce que vous pensez que Takami va marquer ou est-ce qu'il va peut-être avoir besoin de l'aide d'un autre attaquant? Qu'est-ce qu'il pourrait faire exactement? Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir ainsi les prochaines vidéos, pour la prochaine review de Embers, le chapitre numéro 6 qui sortira bien la semaine prochaine. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.